Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être là. Merci d'être là aujourd'hui pour cette table ronde qui va traiter de rien de moins que de l'avenir. Et on va le faire en 25 minutes tous ensemble. Aujourd'hui, nous avons avec nous des experts qui vont nous permettre de nous éclairer sur l'avenir de la filière nucléaire. Émilie Sauchet, qui est responsable RH chez INEO Nucléaire. Marion Jovanovic, qui est responsable de l'école de ventilation nucléaire qui a été créée par Axima Nucléaire et qui se situe à Bordeaux. Pierre Duchâtelet, qui est notre Operation Manager Nuclear Training chez ECS, chez nos collègues d'Equans Belux. Et puis nous avons aussi avec nous deux experts du secteur, avec Frédéric Richard du GIFEN, qui est responsable du programme Match, sur lequel on aura l'occasion de revenir dans quelques instants. Et bien sûr Hervé Maillard, qui est du comité stratégique filière et qui est aussi secrétaire général de l'Université des métiers du nucléaire. Merci à vous tous d'être là. Sans plus attendre, on va attaquer, mais juste une petite précision. Je vous ai parlé d'INEO Nucléaire, d'Axima Nucléaire et aussi d'ECS de chez Equans Belux. Alors Equans, rapidement, c'est le leader mondial du secteur des énergies et des services. C'est une société composée de 90 000 collaborateurs, présents dans plus de 20 pays, qui réalise plus de 17 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est un gros acteur qui accompagne évidemment les collectivités et les industriels, et aussi le secteur des... Pardon, excusez-moi. Je me suis perdu. Les entreprises, pardon. Le secteur du bâtiment et les industriels. Et puisqu'on parle d'industrie, évidemment, l'industrie nucléaire est clé dans tout ça. Les spécificités qui sont les nôtres et les expertises vont de l'installation vont de la conception à la maintenance, en passant par l'installation, évidemment. La clé du succès est celle de la qualité, réussir bien du premier coup, de la sûreté. Et c'est bien de ça dont on va parler avec toi, Frédéric. On le sait, on en parle, l'explosion de la consommation électrique est écrite. Comment est-ce qu'on fait dans une filière comme la nôtre pour y faire face? Comment on se prépare? Tout d'abord, bonjour. Ça marche pas. Si, c'est bon. Ah si, c'est bon. Bonjour à tous. C'est bon là? Ouais. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, on s'y prépare. Alors, donc, comme tu dis, on va avoir besoin de beaucoup d'énergie. Et notamment, ne serait-ce qu'en France, il y a un besoin complémentaire d'environ 27 gigawatts à prévoir. Donc, pour ça, il faut se préparer. Et se préparer non seulement pour l'avenir, et ces besoins complémentaires seront notamment couverts par de nouveaux EPR, donc de nouveaux réacteurs, pas que, mais en tout cas de nouveaux réacteurs pour avoir besoin de beaucoup d'énergie. Et non seulement on a besoin de beaucoup de réacteurs, mais il faut, on sait, tout le monde le sait, que les installations en France sont un peu vieillissantes. Donc il faut également assurer l'exploitation maintenance de ces installations, leur renouvellement, leur évolution. Donc on a besoin d'anticiper ces nouveaux besoins. Voilà. Ok, on parle d'anticipation parce que là on parle quand même de temps long. Oui. Et dans ce cadre-là, toi, tu es en charge d'un programme, je peux qualifier d'assez exceptionnel parce qu'il est, il est unique. C'est le programme Match. Il est propre à l'industrie du nucléaire et je pense que beaucoup d'industries pourraient s'en inspirer et s'en inspireront en France comme à l'étranger. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots de quoi il s'agit ? Alors tout à fait. Donc il est unique, il est surtout utile. C'est ce qu'on veut et qu'il soit effectivement, il est un peu innovant en France par rapport aux autres industries, mais aussi à l'international. Donc brièvement, le GIFEN a mis en place ce programme Match, ce programme qui vise à s'assurer de l'adéquation entre la charge, donc les besoins qui émanent ce qu'on appelle les exploitants, les grands donneurs d'ordre que sont EDF, Framatome, Landra, le CEA, la propulsion navale et Orano. Donc leur besoin est de s'assurer que la filière, dans sa globalité, sera prête et en capacité de réaliser ses besoins. Donc en fait, on voit que c'est un travail très collectif, très collaboratif, qui nous permet d'avoir une vision complète, exploitant et supply chain, des besoins, de voir comment on couvre ces besoins. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il a ce petit nom-là, il faut que ça matche. Il faut que ça matche, très bien, on appréciera le jeu de mots. Est-ce que tu sais, à l'issue de ces travaux, nous partager quelques chiffres pour qu'on puisse se rendre compte en fait, de l'ampleur de ce que ça représente pour la filière? Alors, on a des chiffres. Donc, on a travaillé sur la capacité, on va dire, industrielle des besoins sur un aspect un peu plus qualitatif, mais de façon plus analytique sur le volet ressources humaines. Donc, en termes de besoins, en termes de chiffres, donc là, on a une évaluation d'environ 126 000 ETP
de besoins en 2023 et on prévoit une croissance de 25% pour arriver à 155 000 ETP. Donc 25%, c'est beaucoup à 10 ans. Enfin, quand je dis 155 000 ETP, c'est en 2033. Donc on travaille sur 10 années glissantes. On a une vision par année sur 10 années glissantes. Donc c'est beaucoup de besoins dans beaucoup de métiers. Et on a pu sortir une liste de 20 métiers les plus sensibles qui sont utilisés, qui sont nécessaires notamment dans le groupe Equans, chez Axima et chez Ineo, dont des électriciens, des chefs de projet. Donc ça, je vous inviterai à en discuter un peu plus tard. Donc en termes de chiffres, retenez bien 125 000, 155 000. Et sur, on va dire, si on mixe le volet électricité et HVAC, on est sur une estimation de 8 800 à peu près 2023 ETP et avec une croissance évaluée à 12 000, 13 000 pour 2033. Alors, des chiffres qui sont nombreux, qui sont précis. Moi, il y en a un dernier que je voudrais te faire dire, parce que je l'ai appris à l'occasion de nos échanges, c'est la répartition entre la charge de travail pour les nouveaux EPR à venir et pour la maintenance de ceux existants. Est-ce que tu peux juste revenir quelques minutes là-dessus? Oui, et c'est très important parce qu'en fait, on parle beaucoup des nouveaux réacteurs, on parle beaucoup des EPR, des SMR, mais il ne faut pas oublier ce qui fait l'actualité de l'activité du nucléaire, c'est la partie exploitation-maintenance. Donc aujourd'hui, on est quand même encore à 50% de besoins à couvrir pour toutes les activités d'exploitation-maintenance et aussi un peu d'activité assainissement-démantèlement, qui reste quand même pas le plus important, mais c'est quand même 50%, c'est ce qui fait vivre notamment les entreprises du secteur. Et besoin de main-d'œuvre aussi sur cette activité-là, très important, notamment côté technicien. Merci à toi. Et je vais me tourner vers toi, Émilie, maintenant. On l'a vu, le paysage qui nous est décrit est juste gigantesque. La tâche à accomplir est majeure. Et pour toi, qui est RH chez Ineo Nucléaire, comment on prend ce sujet? Quelle est la méthode qu'on s'applique? Bonjour à tous. Alors effectivement, au sein d'Equans, on s'inscrit pleinement dans la dynamique du nucléaire. Depuis plusieurs années, on note une forte croissance de nos effectifs et en lien avec le développement de nos activités nucléaires. Pour vous donner juste un chiffre sur l'année 2023, sur nos différentes entités, on a réalisé plus de 500 recrutements, dont 80% en CDI. Donc voilà, on voit effectivement l'ampleur que prend nos activités. Frédéric l'évoquait, on parle d'anticipation. Donc de la même manière, c'est clairement des réflexions qu'on porte au quotidien. Et sur les années 2022 et 2023, nous avons réalisé des stratégiques workforce planning où justement nous avons projeté nos besoins. Donc on est plutôt sur un horizon un petit peu plus court terme sur 2025-2026. C'est notre match à nous ? Exactement, c'est le match des Equans, tout à fait. Donc à la fois besoin donc quantitatif en nombre de recrutements et puis également besoin en compétences, puisque bien évidemment de disposer des bonnes compétences au bon endroit, c'est également ce qui guide nos quotidiens. Et si je fais le parallèle en termes de chiffres, donc à la maille des Equans par rapport à ce stratégique workforce planning, ça se traduit par un prévisionnel annuel de 600 recrutements. Donc on voit finalement que ce qu'on a connu sur 2023, c'est également la volumétrie qu'on va connaître sur les années à venir. Toujours sur cette partie recrutement, ce qui est important aussi de souligner à la maille de la filière, on le voit, on a tous des enjeux très forts. L'enjeu pour moi qui est très important, c'est d'être en mesure de former à nos métiers, d'être en mesure également d'attirer des collaborateurs qui aujourd'hui ne sont pas présents au sein de la filière, mais de rejoindre du coup cette belle filière dynamique. Et donc concrètement, à la maille d'Equans, donc on y reviendra un petit peu plus tard, on a donc développé des académies de formation et justement pour pouvoir former et attirer concrètement sur notre académie donc, de formation des électriciens du nucléaire. Aujourd'hui et depuis maintenant plus de 2 ans, on propose 3 parcours pour former au métier monteur électricien, technicien de maintenance et également technicien bureau d'études. Voilà, avec vraiment cette volonté de pouvoir accompagner le développement de nos activités.
Et puis après, qui dit recrutement, dit aussi 2 autres enjeux forts pour Equance, que sont la fidélisation et le développement également de nos collaborateurs. Donc après, pareil, concrètement, une démarche compétence qui a complètement été revue pour, pareil, cartographier et puis également pouvoir accompagner le développement de nos salariés. Et puis un dernier projet qui est né, ce sont nos trajectoires métiers, où l'objectif, c'est vraiment de donner la vision à nos collaborateurs sur les différentes opportunités qu'ils peuvent avoir au sein du groupe, les différentes passerelles et finalement comment on accompagne nos collaborateurs sur des parcours et des trajectoires au sein d'Equance. Merci Émilie, on voit bien la dimension méthode qui est appliquée, les différents axes qui sont travaillés. Tu évoquais tout à l'heure les académies, l'académie notamment de formation des électriciens nucléaires. On réalise à quel point les entreprises prennent leur avenir en main, comment elles s'organisent de manière à répondre à leurs besoins. Et je vais rebondir sur cette idée d'académie pour me tourner vers toi Marion, oui. Parce que ça marche ? Oui, ok. C'est bon. Parce qu'en réalité, on a beaucoup parlé méthode. Je pense que c'est important aussi de parler de cette transition vers les actions, vers les solutions qu'on est capable de porter. Et je veux bien que tu réagisses là-dessus. Tout à fait, donc des solutions à des enjeux de taille, puisque nous sommes sur des métiers qui demandent une grande maîtrise technique, qui demandent une expertise et une rigueur au niveau de nos études et nos suivis à faire, mais aussi une parfaite maîtrise des gestes techniques, que ce soit au niveau montage, maintenance et mise en service. Ça peut être vrai aussi dans les métiers du bâtiment et de l'énergie autre, mais c'est d'autant plus vrai dans le secteur du nucléaire où les exigences sont très élevées et les enjeux cruciaux, bien sûr. Pour prendre un exemple un peu concret, en termes, par exemple, de mise en service, on ne va pas mettre en service de la ventilation d'un bâtiment nucléaire comme on mettrait en service un centre commercial. La mise en service dans les bâtiments nucléaires, pour la ventilation, il faut respecter des étapes cruciales qui vont nous permettre de toujours garantir ce qu'on appelle des cascades de dépression. C'est le confinement dynamique pour aller très vite. C'est ce qui va permettre, entre autres, de toujours garder des particules radioactives qui sont potentiellement dans un local d'une zone contrôlée, les empêcher de passer à une autre zone. Par exemple, on a aussi des exigences sur les mesures, la précision des mesures que nous faisons au niveau de nos débits. Et c'est normal parce que nos débits sont liés à des critères de sûreté des installations. En plus de ça, nos installations sont souvent massives et assez complexes. Et on nous demande un grand nombre de cas de fonctionnement, ce qui rajoute aussi à la complexité de la mise en service. Et ça demande une expertise métier de savoir régler ces cas de fonctionnement sur des systèmes très puissants, avec des cas normaux, des cas dégradés. On ne va pas nous demander les mêmes performances de débit, de pression si on est en mode normal, en déchargement du combustible, rechargement du combustible, sans parler des cas grand chaud, grand froid, et tous les cas de panne et les cas accidentaux qu'on est aussi obligé de prévoir. Donc un metteur au point dans le nucléaire, ça va prendre au moins 4 ans pour qu'il soit vraiment formé opérationnel. C'est au moins minimum 4 ans par rapport à du tertiaire où ce serait peut-être quelques mois. Donc pour toutes ces raisons, dans les différentes expertises que nous avons chez Equance Nucléaire, nous avons créé nos académies de formation, comme a commencé à le dire Émilie. Donc pour les experts de l'électricité chez INEO Nucléaire, il y a effectivement l'AFEN, dont Émilie a parlé. Pour les experts de chauffage, ventilation, climatisation, c'est chez Axima Nucléaire et nous avons l'EVN, l'école de ventilation nucléaire, dont je suis responsable. Il y a également l'académie ESIA pour toutes les formations ingénierie. Et l'ECS chez Equance Belgique pour des formations spécifiques sûreté nucléaire. L'ensemble de ces écoles, académies de formation forment environ 1500 personnes par an. Et alors, qu'est-ce qui nous fait prendre la décision de lancer ces académies? Qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée, la force de cette démarche? Déjà, d'une part, de répondre à un besoin métier spécifique nucléaire qu'on ne trouverait pas ailleurs, une formation qu'on ne trouverait pas ailleurs sur le marché. Et puis, une des plus grandes valeurs ajoutées, ce sont nos formateurs, qui sont des opérationnels, donc qui sont des responsables de bureaux d'études, des directeurs techniques, des responsables maintenance, des metteurs au point expérimentés, et qui vont faire profiter de leur savoir-faire et de ce qu'ils rencontrent au quotidien sur les chantiers, dans leur bureau d'études, au niveau des affaires de nos clients, et vont faire évoluer et maintenir toujours les formations à un haut niveau d'expertise. Ce sont des formations faites par des professionnels pour des professionnels.
Et enfin, le dernier point que j'ai envie d'ajouter au niveau de la valeur ajoutée de l'école, c'est que ça nous permet de rassembler aussi notre personnel qui est dans différentes agences, différentes équipes projets sur différents sites, de les rassembler dans un centre de formation autour de mêmes méthodes de travail et aussi de partager, de mieux communiquer sur les retours d'expérience communs. Et ça facilite aussi la communication entre les équipes, ce qui est aussi très précieux sur des très gros projets complexes, de pouvoir fluidifier la communication entre toutes nos équipes. Merci beaucoup. Peut-être qu'il faut aussi souligner, s'il fallait rajouter un dernier point, le fait que ces formations ne sont pas réservées uniquement aux collaborateurs des entreprises. Ineo et Axim à la responsabilité, c'est bien une responsabilité filière. Et l'idée, c'est de proposer des systèmes de fidélisation aux collaborateurs existants qui veulent évoluer dans leur carrière, mais aussi de proposer à toute la filière de se structurer et d'en sortir plus forte. Je vais me tourner vers toi maintenant. On va passer outre Quiévrain avec cet exemple que tu peux nous donner aujourd'hui, peut-être autour de ce qui est fait chez ECS, ce qui est fait chez ECS, chez Equans Belgique, en termes de formation, et peut-être brièvement nous rappeler l'historique en fait, de l'entreprise pour qu'on comprenne ensuite ce que tu vas pouvoir nous expliquer. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais justement commencer par vous décrire brièvement l'histoire de ECS, étant donné que peut-être qu'on est une entité qui est un peu moins connue sur le territoire français. Alors ECS, c'est une société donc, qui fait partie du groupe Equans, qui a été créée un peu plus de 30 ans d'ici, donc en 1990 très exactement, à la demande en fait, de l'exploitant nucléaire belge. En fait, dans les centrales belges, on procède à des opérations de décontamination de matériel. Ces opérations de décontamination ont été confiées à une entreprise, la société Technubel, et l'exploitant ne souhaitait pas que la société Technubel contrôle ses propres gestes techniques par elle-même, donc le résultat de ces opérations de décontamination. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que ECS a été créé. ECS signifie European Control Services, et donc la première activité, le premier secteur d'activité de ECS a été ce contrôle indépendant des opérations de décontamination réalisées par la société Technubel. Alors bien évidemment, à force de réaliser ces activités, ECS a développé une certaine expertise, un certain savoir-faire en matière de radioprotection, a développé également un très haut niveau de culture sûreté nucléaire. Et donc finalement, la suite de l'histoire, elle s'enchaîne assez logiquement. On a décidé d'exporter finalement, de proposer notre savoir-faire, notre expertise par le terme de formation. Donc c'est quelque chose que l'on fait maintenant depuis plusieurs années. Et donc on dispense notamment des formations orientées vers les aspects liés à la radioprotection et à la culture sûreté nucléaire. Alors, comme on le soulignait tout à l'heure, nos formations ne s'adressent pas uniquement aux membres du groupe Equans. On est vraiment ouvert à toutes les entités de la filière nucléaire, que ce soit sur le sol belge ou même à l'international, puisqu'on est capable de dispenser nos formations en 4 langues, aussi bien le français, l'anglais, le néerlandais et l'allemand. Et j'ai envie de dire qu'on propose également une certaine forme de polyvalence. Donc, on ne s'adresse pas uniquement aux travailleurs qui interviennent sur les sites de type réacteur. On est également ouvert au secteur du médical, du transport, de l'industrie, de la recherche. Donc on a une certaine polyvalence en termes de secteur, tout ce qui touche aux aspects liés à la radioprotection et à la sûreté nucléaire. Au niveau des thématiques abordées, on peut aborder aussi bien des thèmes un peu plus spécifiques que la dosimétrie ou encore la métrologie nucléaire. Et puis au niveau du public cible, on est capable également de former tous les corps de métier, donc que ce soit du technicien au chef de projet, aux experts en radioprotection ou encore aux agents radioprotection de terrain. Peut-être que très rapidement, tu peux juste nous expliquer l'espèce d'évolution culturelle qu'il y a dû y avoir pour vous faire accepter auprès des clients. Parce que j'imagine que ce n'est pas du jour au lendemain que vous êtes arrivé et que ces nouvelles pratiques ont été forcément acceptées. Alors c'est clair que dans un premier temps, la proximité du client a été très importante, puisqu'au fil des discussions, on a su répondre aux besoins exprimés par nos clients, donc non seulement des besoins d'activité de terrain, mais aussi des besoins de formation. Et c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a répondu à cette demande. Alors, sans rentrer dans les détails d'un point de vue méthodologique, mise en œuvre pour dispenser nos formations, le point de départ, généralement, c'est toujours une discussion avec le client. Donc bien comprendre quels sont ses besoins, pour justement pouvoir lui proposer un contenu qui soit le plus proche possible de ce qu'il souhaite. Ça constitue justement l'une de nos forces, c'est que la majorité des formations sont vraiment construites sur mesure en fonction des besoins du client, en fonction des profils des travailleurs que l'on cherche à former. Alors,
un autre aspect qui fait notre force, c'est notre équipe de formateurs. On dispose d'une équipe de formateurs qui a une solide expérience de terrain ou qui dispose d'un solide background en termes de formation théorique. Et puis pour rendre nos formations toujours plus concrètes et orientées justement vers la pratique de terrain, on n'hésite pas à utiliser certains outils tels que des simulateurs de chantier, des simulateurs de contamination radioactive, des simulateurs d'irradiation. Et on est de plus en plus à l'heure du numérique, donc la formation en présentiel c'est une chose, mais on dispense également, on développe des formations qui sont accessibles également via des plateformes de type e-learning. Donc pour toujours toucher un maximum de personnes. Donc on est vraiment sur une approche de légitimation par l'innovation, par la qualité, évidemment, et on l'a bien vu au travers de tous les propos qui ont été tenus jusqu'ici. Les deux piliers, c'est la quantité de gens à recruter et cette intransigeance quant à la qualité qui doit être apportée à ces formations. Hervé, je me tourne vers toi. Si je te dis sûreté, qualité, qu'est-ce que ça évoque chez toi, qui est au sein de l'Université des métiers du nucléaire notamment ? Tout d'abord, ce que je voudrais rappeler, c'est que les questions dont on discute là, elles ne sont pas franco-françaises d'ailleurs, et ça me fait plaisir de voir des gens qui ne travaillent pas qu'en France dans la salle, parce que le monde s'aperçoit qu'on va avoir besoin d'électricité décarbonée dans l'avenir. Alors ça peut être 2050, ça peut être 2060, tout dépend des pays qui veulent se décarboner. Je crois que les annonces aussi qui ont été faites hier sur l'éolien en mer sont très importantes. L'avenir sera décarboné et le nucléaire jouera une part extrêmement importante dans cet avenir décarboné aux côtés des énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien. Alors, il y a beaucoup de pays dans le monde qui rencontrent la même question, c'est-à-dire une fois qu'on veut faire du nucléaire, il faut adapter les industries, adapter les écoles, adapter les parcours de formation. Et comme l'a très bien dit Frédéric, en France, on va devoir embaucher sur la totalité de la filière 10 000 personnes par an. Entre maintenant et 2030, 2035 à peu près. Donc moitié pour les départs en retraite, moitié pour l'augmentation du volume d'activité. Et tous ces gens-là, on ne va pas les trouver dans les écoles, bien évidemment, pas que dans les écoles. Et donc on travaille pour renforcer, comme ça a été très bien dit, sur le niveau de qualité dont on a besoin dans le nucléaire. On va travailler à la fois avec les écoles et on va travailler avec les industriels. Et je pense que les exemples qui ont été donnés sont des exemples extrêmement intéressants et à suivre pour les industriels. Alors je suis associé depuis le début aux universités que vous avez mis en place, donc je les connais bien. Il y a d'autres industriels qui ont dû avoir des démarches équivalentes. Alors, si on prend quelqu'un, ça a été dit 4 ans pour avoir quelqu'un qui sait régler des ventiles dans une centrale nucléaire. C'est 2 ans pour quelqu'un qui est soudeur. Là, on parle de quelqu'un sorti d'école. Donc, en fait, on est en train de travailler sur plusieurs axes possibles. Mettre dans les écoles des modules nucléaires pour que les gens, quand ils sortent de l'école, quand ils ont leur diplôme, ils soient déjà un peu familiarisés à ce qu'est du nucléaire. Et également travailler avec les industriels pour qu'ils développent en interne les formations nécessaires pour qu'ils montent en qualité. On n'a pas beaucoup parlé reconversion. Non, mais je pense que c'est un sujet. Il me reste combien de temps ? À peu près le sujet qu'on va aborder peut-être au moment du café, parce que là, il y a des gens qui font des signes et j'ai un peu peur. Oui, je vois les signes à peu près partout. Donc, on va parler reconversion. C'est extrêmement important parce qu'il y a aussi un vivier de personnes qui sont dans d'autres industries, qui voudraient venir travailler chez nous. Il y a encore du chômage en France et il faut attirer tous ces gens-là pour travailler dans l'industrie du nucléaire. Et on va en discuter au café. Alors, Merci à tous. Je vous encourage à venir avec nous discuter, surtout qu'il y a une question un peu à la mode des séries, un peu en mode cliffhanger, que j'aurais voulu poser, mais qui sera posée là-bas. Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas au rendez-vous du recrutement ? Je vous encourage à venir en parler avec nous au café.